Bonjour à tous, c'est Edith de Nantes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet peu, voire pas du tout traité dans les manuels d'histoire. En même temps, vu le caractère un peu spécial du personnage, ça doit se comprendre. Non, j'exagère. Pour faire la part des choses, il ne s'agit pas forcément d'un sujet sensible pour certains, mais d'une petite histoire dans la grande. L'individu qui nous intéresse aujourd'hui fait partie de ces personnes que l'on appelle courtoisement illustres inconnus ou méconnus célèbres. Un truc de connaisseur, quoi. On va s'intéresser à sa vie et aussi l'œuvre du personnage qui a influé. Ça se dit, ça a influé? Bof, pas top. En l'occurrence, la vie d'une personne qui, à son échelle, a influencé le cours de l'histoire. Même si ça reste modeste, c'est tout de même intéressant à noter et ça valait bien une petite vidéo sur Edith de Nantes. Pour celles et ceux qui suivent cette chaîne dédiée au travestissement de H en F, vous savez que je prends un malin plaisir à vous présenter sous toutes ses formes cet art de vivre de façon aussi ludique que solidement ancrée dans le réel. Aujourd'hui donc, petite vidéo instant culture où l'on va mettre en lumière un petit pan de l'histoire de France. Il ne s'agit pas ce coup-ci d'une œuvre de fiction comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne, mais d'une personne à part entière qui a réellement existé et dont le parcours est aussi fascinant que méconnu. Ce personnage, vous allez voir, est tout sauf inintéressant. On trouve tout un tas d'autres vidéos qui en parlent déjà sur le web. Aujourd'hui, c'est à mon tour de publier cette petite séquence qui j'espère vous plaira. Étant fasciné par le personnage et lui vouant une grande admiration, j'ai pris le temps de bien la réaliser pour que le rendu final vous paraisse aussi instructif que ludique. Le tout, bien évidemment, et comme toujours, à la sauce Edith de Nantes, c'est-à-dire de façon déconcertante, détonnante, mais en aucun cas décadente. Et on comprend, les gens c'est des cons. Il faut leur faire comprendre qu'on pense le monde, si vous le dites. On baigne dans l'anticonformisme juste comme il faut. Ni trop fade, ni trop violent. Perso, moi j'aime bien. Allez, c'est parti. Je vous présente donc Charles Déon de Beaumont, plus connu sous le nom du Chevalier Déon. Bon, je vous fais pas le coup de lire une fiche Wikipédia de A à Z, vous êtes assez grand pour ça, pour vérifier par vous-même. Je vais plutôt vous décrire les grandes lignes de sa vie, brièvement, et surtout vous expliquer plus en détail en quoi le Chevalier Déon est un personnage remarquable. Je pourrais aussi vous parler de ce qu'on appelle l'éonisme, qui est, comme vous l'aurez compris, dérivé directement du nom de notre cher anticonformiste du jour. Pour pratiquer personnellement cette forme de vie de façon plus ou moins permanente depuis bien longtemps, je suis assez calé en la matière, on va dire. Mais bon, c'est pas la grille de lecture que je souhaite vous proposer aujourd'hui, on verra ça une autre fois. Charles Déon de Beaumont est né en 1728 et mort en 1810. 81 ans. C'est pas mal tout de même. Surtout quand on sait l'espérance de vie moyenne au XVIIIe siècle en Occident, qui à l'époque ne dépassait guère les 30 ans. Charles Déon de Beaumont, comme son nom l'indique, est issu de la noblesse. Comme c'est souvent le cas dans la noblesse, le jeune homme qui envisagea un temps de se mettre dans les ordres est encouragé par sa famille à se diriger vers des études prestigieuses de droit, et ce, afin de pouvoir à terme exercer ultérieurement dans des institutions étatiques clés comme la justice, la diplomatie ou encore l'armée. En tissant avec le temps un solide réseau de relations, il parvient petit à petit à se rapprocher de la cour de Louis XV, le roi de France de l'époque. Sa famille avait déjà à ce moment-là des liens forts avec la royauté. Son père fut un temps conseiller royal. Charles Déon de Beaumont, lui, ne va pas tarder à entrer dans l'histoire comme étant le membre le plus illustre de sa fratrie. Homme de lettres élégant et raffiné, amateur de chevaux et fine lame, il attire l'œil du cercle proche de la famille royale par le biais d'un cousin de Louis XV, le prince de Conti. Ce dernier chapeaute ce que l'on peut considérer comme le lointain ancêtre de la DGSE, le secret du roi, soit les services secrets français, ni plus ni moins. Le secret du roi était un organisme non officiel créé en 1722 et dont le but était de mener le plus discrètement possible une sorte de double diplomatie par l'intermédiaire d'agents triés sur le volet et dont les diverses compétences et autres réseautages s'avéreront très utiles en temps voulu. Bon, les mauvaises langues diront que c'est un cabinet noir qui officie de façon sournoise et parfois souvent de façon illégale contre l'intérêt des peuples et des nations.
Mais bon, en réel politique, comme on dit, on ne fait parfois pas dans la dentelle. Avoir pu placer dentelle dans une vidéo sur le chevalier Déon, ça fallait le faire. Merci, mais m'interromps pas comme ça tout le temps, hein, ça casse ma moyenne. Ah, ok. Bref, nous sommes en 1756 et c'est là que le chevalier Déon va entrer en scène dans tous les sens du terme. La guerre de 7 ans pointe le bout de son nez et suite à une rencontre improbable avec le roi lors d'un bal où il était déguisé en F, le chevalier Déon se voit alors attribuer une mission aussi particulière que décisive. S'habiller en F, de façon aussi crédible que la vision troublante offerte lors de ce fameux bal au roi de France, approcher le cercle intime de l'impératrice de Russie, Élisabeth Ier, le tout pour la convaincre de rejoindre l'alliance franco-autrichienne qui s'apprête alors à entrer en guerre contre les anglo-prussiens. Bon, bien évidemment, les diplomates français ayant tous lamentablement échoué à faire basculer la Russie dans le conflit, quoi de mieux que le faire par une personne comme le chevalier Déon, qui maîtrise l'art de la transformation physique de H en F, et dont la tsarine ne se méfiera pas, ou tout du moins moins. Un vulgarisateur de base vous ferait une mauvaise blague en disant un truc du style « Vous imaginez James Bond faire ses films en femme ? Andouille, tu viens de la faire cette vanne. » Ah merde. Bon, passons. Aussi fou que ça paraisse, le chevalier va s'acquitter de cette mission en F avec la plus grande réussite. Devenant rapidement une sorte de confidente de l'impératrice de Russie, il parviendra en effet, ou elle parviendra, à faire en sorte que l'Empire russe rejoigne la coalition franco-autrichienne dans cette guerre. Bon, cela ne changera pas le cours de ce conflit méconnu que la France perdra 7 ans plus tard, en 1763, et où le chevalier Déon lui-même sera blessé en hache alors qu'il était officier de cavalerie. Toujours est-il que le chevalier venait de faire une entrée remarquée dans l'histoire de ce beau pays qu'est la France. Au passage, je vous invite à prendre une petite heure pour vous renseigner sur ce conflit qui est considéré, véridique, comme la première vraie guerre mondiale. Oui, oui. Et ce, plus de 150 ans avant la Grande Guerre de 14-18. Arrête de saouler les gens, ils en ont rien à foutre de ça. Ceux qui le veulent, c'est consommer une vidéo, pas réfléchir à des mecs canés il y a 300 ans. Pas du tout imbécile, de temps en temps, un peu de culture, ça fait pas de mal. Quel humour fascinant. Bref, le second fait d'armes marquant du chevalier est peut-être moins impressionnant sur le coup, mais en revanche aura des répercussions à long terme sur la politique mondiale. En 1763, il est à l'ambassade de France à Londres et fait partie du petit cercle chargé de négocier une paix très défavorable à la couronne de France suite à la défaite de la fameuse guerre de 7 ans. Habillé ce coup-ci en hache et profitant d'une soirée arrosée avec des diplomates britanniques, il parvient à connaître le contenu d'un document secret répertoriant les aspirations territoriales britanniques lors des négociations qui étaient en cours avec la France. Ce fut décisif à l'époque pour la diplomatie française qui parvint ainsi à garder des colonies précieuses pour conserver à terme le potentiel militaire, maritime et, in fine, économique de la France. Je vois d'ici ces rabat-joie de wokistes du moment qui nous diront que nos méchants colonisateurs d'ancêtres ont délibérément divisé le monde et que tout ça c'est pas bien, etc., etc. Alors 1. On n'est pas responsable du passé de nos aînés. 2. Un pays qui n'a jamais colonisé et ou qui n'a jamais été colonisé, ça n'existe pas. 3. Certains conflits ne sont pas les nôtres, donc inutile d'avoir forcément un point de vue tranché dessus. Être dans la lutte permanente et ou déboulonner des statuts. Perso moi, j'aime pas trop. Je trouve ça même très con-con. Tout l'inverse du chevalier qui lui était quelqu'un qui œuvrait pour son pays. Mais bon, ça c'est un autre débat qui ne nous regarde pas. Même si c'est très difficile à déterminer, il est possible que le chevalier Déon, à défaut d'avoir changé l'histoire, l'a tout de même un peu écrite d'une certaine manière. En même temps, abuser des autres avec des repas arrosés, ça c'est toujours fait en diplomatie. En 1815, après la défaite finale de Napoléon à Waterloo, Talleyrand parvient à faire en sorte que la France s'en tire de façon honorable aux yeux de l'Europe coalisée, et ainsi reste une puissance européenne de premier plan avec laquelle il faudrait compter dans les années à venir. Pendant la guerre de 1870-1871, plusieurs diplomates français usèrent avec l'allemand Bismarck de la même technique, car les deux avaient un point commun pas anodin,
un appétit démesuré pour la bouffe et la boisson. Bon, on a quand même perdu l'Alsace-Lorraine, mais pas Belfort. Et les Allemands, après nous avoir battus, repartirent un peu plus vite, selon les accords. Nous évitant à l'époque une période d'occupation que nous connaîtrons 69 ans plus tard. Et oui, l'histoire parfois, ça bégaye et souvent ça se répète. Ne jamais prendre le temps de regarder de temps en temps dans le rétro, c'est peut-être la pire erreur qui vous empêche de voir ce qu'il y a devant. Mais bon, c'est un autre débat qui, là aussi, ne nous regarde pas. Revenons au Chevalier d'Éon, voulez-vous, et à ce qui nous intéresse aussi beaucoup, à savoir son fameux travestissement de H en F. S'il a vécu la plus grande partie de sa vie en H, le Chevalier d'Éon est entré définitivement dans les annales en étant plus vu comme une F que comme un H. C'est un peu long à tout expliquer, mais on peut résumer la chose dans ce qui suit. Désavoué par le pouvoir royal français à cause d'une sombre histoire de frais de bouche trop élevés, il sera dans l'obligation de quitter ses fonctions de diplomate et de rester en Angleterre. Contrée où son relationnel lui permettra de se découvrir une sorte de seconde patrie. Et ce, alors qu'il avait, ironiquement, été chargé juste avant par le roi de France d'organiser secrètement un plan d'invasion par mer du pays. Ayant eu des problèmes juridiques divers et craignant personnellement pour sa propre vie, il n'hésitera plus, désormais, à apparaître uniquement en F et non plus en H. Cette situation cocasse, qui au passage attise les passions en Angleterre, arrive finalement aux oreilles du monarque français, qui ne tolère plus que l'image de la France soit ainsi écornée à l'international par cet ancien diplomate, qui cherche ainsi, de façon maligne, à se venger du pays qu'il a lâché si promptement. En même temps, quand on est aussi anticonformiste que le chevalier, il ne pouvait pas y avoir d'autre alternative pour lui, à mon sens, que d'afficher une envie de vivre comme bon lui semblait. Le ridicule fait éruption de façon cocasse lorsqu'il faut en arriver à ce que l'on certifie de façon officielle que le chevalier est bien et bien une femme. Ne demandez pas comment, mais des médecins dépêchés par la royauté française en Angleterre ont certifié qu'il en était bel et bien une. Bon, lors de l'étude corporelle, les vêtements de Charles Geneviève n'ont pas été enlevés lors des fameuses palpations. Mais avis que malin comme il était, le chevalier a peut-être usé de la technique du tucking pour dissimuler ses parties. Allez savoir. Plus tard, en 1776, il peut enfin rentrer en France. Mais uniquement en F et non plus en H. Fait incroyable pour l'époque, ce dernier devait alors être en permanence en F et non plus en H. Je sais que c'est le rêve secret de beaucoup de petites chatounes qui suivent cette chaîne, mais bon, c'est à nuancer, hein. Alors, si c'est pour s'habiller comme ça, ok. Comme ça, oui, pourquoi pas. Comme ça, ouais, bon, pas très femme-femme tout ça, hein, mais bon. Comme ça, non, à proscrire. Ben quoi? J'y peux rien, j'aime pas le ample. Mais bon, ça c'est un autre débat qui ne nous regarde pas. Le forcer à s'habiller en F tout le temps. C'était en effet une façon pour le pouvoir royal d'avoir le dernier mot en toute occasion avec cet insolent personnage qui ne les avait que trop défiés. Autre ironie de l'histoire et décision cruelle pour le militaire qu'il était. En 1776 éclate la guerre d'indépendance américaine. La France hésite alors à entrer dans le conflit qui serait une formidable occasion de rattraper les pertes subies lors de la fameuse guerre de 7 ans contre l'Angleterre. Seuls des volontaires rejoignent dans un premier temps les insurgés américains. Puis la guerre est officiellement déclarée en 1778 et le Chevalier d'Éon, en tant que soldat de l'armée française régulière, souhaite donc fort logiquement y participer en 1779. Mais pas en F, hein. Non, il souhaite le faire en H, avec son uniforme masculin réglementaire de capitaine des dragons, en tant qu'officier de cavalerie pour les profanes. Le pouvoir royal lui rappelle alors qu'en étant considéré à part entière désormais comme une F, il ne peut donc plus s'habiller en H, mais en F. Mis en état d'arrestation peu après, les autorités le consignent à rester en demeure en France dans sa propriété familiale. Je dis le consigne pour être gentil, car ça ressemble plutôt à une forme travestie. Humour fascinant. Ça ressemble à une forme maquillée. Humour fascinant. Bref, c'est pas à se faire consigner. Ça ressemble bien plus à de l'exil pur et simple. Bon, on a vu les principaux faits d'armes qui constituaient ces heures de gloire. Et comme souvent dans l'histoire, on trouve un ingrédient un peu tragique, celui du déclin.
Acculé par les dettes, n'étant pas réintégré dans l'armée à la Révolution après la chute de la royauté et le début des guerres révolutionnaires puis napoléoniennes, il doit demeurer à Londres où il survit en menant des combats d'escrime qu'il remporte presque tous, et ce malgré l'âge et l'embonpoint qui augmente. On le rappelle, c'est une fine lame. Pour corser le tout, il le fait en F. Corser, corsage, AAA. Jusqu'à un jour de 1796 où il est blessé au bras et doit alors arrêter les combats. Ne pouvant plus honorer ses dettes, il séjourne un temps en prison en 1804, toujours en Angleterre. Il finit sa vie presque impotent suite à une mauvaise chute en 1806 et décède seul dans la misère en 1810, loin de ses proches, loin de sa terre de France. Il est inhumé par la suite en Angleterre, dans les environs de Londres, et y repose toujours actuellement. Quand on regarde bien, ce mec était un héros. Et finir de la sorte, c'est tout de même tragique. Si vous suivez cette chaîne, et ou que vous me découvrez avec cette vidéo, je ne vous apprends normalement pas que le travestissement, c'est toujours pas banal de nos jours. Alors en 1756, comme toujours dans l'histoire, il faut toujours recontextualiser les faits. Quand on n'est pas dedans, on n'arrive pas vraiment à comprendre le pourquoi et le comment du possible. Mais remis dans son contexte, les faits redeviennent crédibles. En effet, on est dans un contexte bien précis. Ça s'est fait à l'époque dans le cadre de missions diplomatiques secrètes de haute importance et reste, comme on m'a dit avant, et sauf erreur de ma part, un cas resté unique dans l'histoire. Se travestir à la cour du roi de France au XVIIIe siècle reste, on en convient, un cas on ne peut plus rare. Cet état de fait fut possible dans le cas du chevalier d'Éon, car cela avait été validé par les plus hautes autorités du pays, que ce soit dans un premier temps en tant qu'espion diligenté, ou plus tard par retour de bâton royal. Ça s'est fait à chaque fois pour raison d'État. Bon, de plus, faut tout de même pas déconner, je vous laisse deviner le degré de tolérance qu'il était possible de pratiquer à cette époque au quotidien sur tout ce qui a trait au genre. Je ne crois pas en effet que les personnes ayant un physique et ou un accoutrement opposé à leur sexe d'origine devaient être monnaie courante. Les mœurs étaient en effet bien plus sévères que de nos jours. Bon allez, petite séquence coup de gueule. Là, je m'adresse à tous nos amis les Jones en mal de sensations fortes et qui aiment à défier toute forme d'autorité et ce dès le plus bas âge. Je vous rappelle tout de même que vous vivez désormais dans une putain d'époque que tous ceux qui ont vécu du temps du chevalier d'Éon auraient bien aimé connaître. Dans cette époque qui est la nôtre, au hasard et pêle-mêle, vous pourrez y vivre logiquement plus longtemps, vous serez plus instruit, vous pourrez aller plus loin, plus vite, plus fort. Sauf guerre civile à venir, vous ne serez pas appelés sous les drapeaux tous les 4 matins pour aller crever bêtement, debout la gueule ouverte, dans des batailles rangées à la Barry Lyndon. Vous n'êtes pas obligé d'obéir aveuglement à une foi qui vous dit quoi bouffer, comment penser ou comment gérer votre habillement. Quoique ça c'est plus discutable, hein, car la nature a horreur du vide. Bah oui, un pays sans religion, cherche bien, ça n'existe pas. En même temps, maintenant, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de la consommation. C'est pas faux. Après, on n'est pas là pour faire le procès de pauvres bougres, tous décédés depuis belle lurette, et qui du coup ne peuvent même pas se défendre. C'est propre à une culture de civilisation en général, quelles que soient les époques et de par le monde. Et ce, même si vous ne pratiquez pas le travestissement de H en F, hein. Mais ça, c'est un autre débat qui ne nous regarde pas. Marty, enclenche le convertisseur à particules! De tout temps, le travestissement, c'est toujours pratiqué, mais toujours dans des cadres souvent bien délimités. En général du récréatif, hein, comme les comédiens de théâtre par exemple. Peut-être que le chevalier d'Éon a pu à l'époque surfer sur le concept. D'où le côté un peu précurseur dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on pourrait dire que le transformisme est ce qui s'approche le plus de ce qu'a pu faire à l'époque notre personnage. On peut le voir comme ça, et c'est ce qui est fascinant avec le chevalier d'Éon. C'est cette facette qu'on pourrait apparenter à du transformisme. À moins que ce ne soit vraiment de l'éonisme, à savoir pratiquer le travestissement, mais pas en tant que représentation théâtrale ou scénique. Tiens, dites-le dans les commentaires ça. À votre avis, est-ce que l'accoutrement, l'art de vivre, la tenue du chevalier d'Éon peuvent être considérés comme étant du travestissement de H en F, ou plus prosaïquement comme une forme de transformisme, ou tout du moins une forme de transvestisme. Ça se dit ça, transvestisme? T'es peut-être calé en histoire.
Mais par contre, niveau orthographe, c'est 0. Attention toi, sur notre ton, hein. Sinon je te casse ta bouche. Là, on comprend rien à ce que tu dis. Donc question syntaxe, tu repasseras aussi. 5 quoi? Non, rien. Continue, sinon les gens ils vont décrocher. Excellente transition ton truc de saint là. Saviez-vous que le chevalier Déon est considéré comme le saint patron des travestis? Ni plus ni moins, rien que ça. Perso, moi j'aime bien cette image iconographique. Oui, quand on dit d'une personne qu'elle dégage une forme de sainteté, c'est en général qu'il y a une forme de consensus qui tend à dire que c'était plutôt une personne remarquable. C'est pas le cas de tout le monde ici. Ok, je dis plus rien. En même temps, tu m'étonnes. Je vois pas beaucoup d'autres références historiques de H en F qui ont été aussi bluffantes. Surtout à une telle époque, à une telle échelle, et à un moment aussi décisif. De façon plus modeste, il y a bien l'histoire de Paul Grappa. Lui n'évoluait pas dans les plus hautes sphères du pouvoir, c'était juste un simple homme de troupe. C'était aussi un soldat déserteur de la Première Guerre mondiale qui, pour échapper au peloton d'exécution, a dû se travestir en F avec la complicité de sa femme. Quand tu dis Première Guerre mondiale, c'est celle de 7 ans ou celle de 14, 18. Toi, tu commences vraiment à me gonfler aujourd'hui, hein. Si tu continues, je te débranche. Ah, ok. Voilà, je crois qu'on a tout dit ou presque. Je dis presque parce que le personnage est tellement fascinant que tout compiler en une seule vidéo de moins de 20 minutes, bah c'est pas évident. Je n'en fais que ma tête. En mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier Déon. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Si vous souhaitez plus d'infos sur le Chevalier Déon, je vous invite à aller voir les nombreux liens en description. Au passage, merci pour toutes celles et ceux qui me suivent plus ou moins assidûment, malgré mes sautes d'humeur, et le fait que l'on m'y voit de moins en moins en vrai. C'est normal, je cultive l'exclusivité, et puis j'ai tellement de double vie que je peux pas être partout. Cette vidéo était au passage la 150e de la chaîne, et la faire sur le Chevalier Déon fut un réel plaisir, et aussi un honneur. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bon, cette vidéo-là, ça y est, c'est fait. Depuis le temps que je devais la faire, en même temps, elle a de la couille, hein. Elle commence bien la saison 4, hein. Un nono. Oh non, pitié, pas une saison 4. J'en peux plus de bosser pour toi. En plus, tu m'as mis une voix de merde que les abonnés aiment pas. T'as gagné, je coupe.